Bonjour. J'ai 27 ans. Et en 2030, j'aurai 45 ans. Mais à ce moment-là, ma génération sera à top de sa carrière. On sera des décideurs. Et je me demande quelle décision on prendra. Mais d'abord, regardons comment ça se passe aujourd'hui en 2012. Les jeunes occidentaux sont face à un problème, le chômage. Le taux de chômage pour les jeunes est de 17% dans le pays de l'OCDE, 50% en Espagne, 22% en France. Même avec des diplômes, beaucoup passent des années chez leurs parents à chercher un travail ou faire un petit boulot. Mais quelles conséquences ça entraîne sur le moral des jeunes Français? C'est déprimant. Entre mes 22 et mes 25 ans, j'habitais en Inde, un pays avec une économie en plein boom, un pays qui se développe, un pays qui change, un pays où c'est vraiment incroyable d'être jeune. Tout est nouveau, tout est possible. Beaucoup de jeunes Indiens sont très occupés. Ils montent leurs entreprises, ils font des placements immobiliers, ils prennent des risques professionnels. Ce sont ces jeunes qui développent Inde aujourd'hui. Quand je suis arrivée à Paris, pour moi, c'était un rêve qui s'est réalisé. Les expos, les tartes tatin, le bon Bordeaux, le théâtre. Tout était mieux qu'à Mumbai. J'ai choisi Sciences Po et la France en raison de son poids historique dans le domaine de diplomatie, pour me préparer pour un poste international dans l'action publique. Donc, je suis arrivée avec tout mon enthousiasme. Et en face, j'ai trouvé quoi? De la résignation! J'étais tellement étonnée de voir que mes nouveaux amis français n'avaient pas la même exaltation d'être jeunes. Ils avaient peur de leur avenir, peur d'avoir une vie plus dure que leurs parents, peur de prendre des risques. Mais c'est compréhensible, parce qu'ils ne sont pas sûrs de trouver un travail pour assumer ces risques. Ce qui m'a le plus frappé, c'était que mes amis ne pouvaient pas envisager leur futur à long terme, ni le futur à long terme pour la France, le futur qui va exister en 2030 quand ils seront des décideurs. J'essaie de comprendre ces blocages. J'ai demandé à mes amis pourquoi ils ne cherchaient pas de travail dans un autre secteur. C'était des gens intelligents, énergiques, ils parlent anglais. Non, ils m'ont répondu. En France, c'est quasiment impossible d'être recruté dans un secteur différent de nos études. Ben ouais. Pourquoi pas déménager à l'étranger? Non, je ne parle pas la langue. L'Afrique francophone? Non, la culture est trop différente. L'Inde? Non, comment convaincre une entreprise là-bas de m'embaucher? Je suis jeune, je n'ai pas l'expérience. Là, j'ai réalisé que les jeunes Français se sentent prisonniers parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités en France aujourd'hui. Ils pensent que c'est un handicap d'être jeune, d'être inexpérimenté, d'être plein de fraîcheur, parce qu'ils n'ont rien prouvé. Mais je pense que justement parce qu'on est jeune, on a tout à prouver. La façon dont on pense aujourd'hui va colorer la façon dont on pensera à l'avenir. Et la façon dont on pensait avant va colorer la façon dont on pense aujourd'hui. Maintenant, je voudrais vous raconter un peu mon histoire. 2030, c'est dans 18 ans, donc on va regarder 18 ans en arrière. J'avais 9 ans et mes parents ont pris la décision de continuer à travailler à l'étranger. C'est pour ça que j'ai grandi en Arabie Saoudite, en Nigeria, en Kazakhstan, au Singapour, au Koweït, en Californie. J'ai eu la chance de voyager dans plus de 70 pays et j'ai reçu une éducation vraiment internationale. Moi, je n'ai jamais compris les frontières et j'ai appris à m'adapter à toutes les différentes cultures. Par exemple, je rappelle que j'étais aussi contente de porter l'habit traditionnel abaya en Arabie Saoudite que d'aller danser dans mon premier robe d'ONU à Miami. Mes parents ont eu la force de prendre cette décision parce que 18 ans plus tôt, leur mère avait déjà une projection de l'avenir, une projection de la mondialisation. Ma grand-mère paternelle, elle était très courageuse. Comme on dit à Paris, une meuf de ouf. En 1900...
En 1960, elle a immigré toute seule aux États-Unis pour chercher une vie meilleure, à une époque où les femmes n'avaient pas cette indépendance. Quand mon père a eu 18 ans, elle lui a dit de venir en Amérique parce qu'il faut aller chercher les opportunités là où elles sont. Ma grand-mère maternelle, elle était mariée à 17 ans dans un petit village en riche agriculture. Même si elle n'avait pas dépassé l'école primaire, elle était très ouverte. Elle a envoyé ma mère en Europe pour apprendre la langue et travailler avant son mariage. À cette époque, personne ne faisait ça en Inde. Mes deux grand-mères étaient des visionnaires. Grâce à elles, je suis là aujourd'hui devant vous avec mon sari. Et je vous parle même en français, parce qu'ils nous encourageaient de prendre le plus possible de l'Occident, mais en même temps à garder notre propre culture indienne. Aujourd'hui, cette histoire n'est pas très originelle en Inde. Il y a plus de 27 millions d'Indiens qui vivent à l'étranger. Quand ils n'avaient pas de travail en Inde, ils sont partis, par exemple, en Amérique, en Europe, pendant le boom informatique. Et les sociologues attribuaient une partie du développement en Inde aux efforts de la diaspora indienne. Parce qu'ils ont embrassé la mondialisation, parce qu'ils ont coopéré avec l'Occident, millions d'Indiens sortent de la pauvreté et entrent de la classe moyenne. J'ai personnellement vécu cette expérience quand j'habite en Inde. En 2008, quand beaucoup de mes amis étaient licenciés en Europe, aux États-Unis, j'ai décidé de déménager en Inde, chercher les opportunités là où elles sont. J'ai travaillé pour le Climate Project d'Al Gore et pour la section d'Environment de Tata Consulting, et ils m'ont donné la responsabilité complètement exagérée pour une fille de 22, 23 ans qui n'avait jamais étudié la science du climat. J'ai fait mes études pour être institutrice, je ne suis pas allée dans une grande école, je n'ai pas un CV exceptionnel. Mais j'ai grandi sans frontières, je n'ai pas peur de l'inconnu, et les entreprises m'embauchaient parce que je peux apporter une perspective occidentale à leur business, à leurs clients. Maintenant, je vois que mes expériences en Inde ont même valorisé mon CV en France, aux États-Unis. C'est intéressant que les jeunes Français, ils voient un monde qui manque des opportunités. Mais les jeunes Indiens, ils voient un monde qui en a plein. Mais en fait, avec la mondialisation, il y a un seul monde et un seul futur. Donc, toutes les opportunités dans ce monde-là sont pour nous tous. Moi, j'ai une image de 2030. Je sais que je ne suis pas économiste, ni experte, ni sociologue, ni femme politique, et je suis jeune. Mais en rassemblant toutes mes expériences, tout ce que j'ai appris pendant mes études, toutes les perspectives, les opinions dans le pays où j'ai voyagé, j'ai créé une image de 2030. Notre monde sera plus multiculturel, multilingue, intégré et interdépendante, avec une économie qui favorisera ceux qui pensent à niveau mondial, ceux qui sont ouverts. Peut-être que ça vous inquiète de partir à l'étranger. Peut-être que vous avez peur de la mondialisation. Mais je sais que l'avenir de la France vous inquiète aussi. J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup pour Inde aujourd'hui, juste étant debout devant vous à vous raconter mon histoire et l'histoire de la diaspora indienne. De la même façon, je pense que vous ferez plus pour la France, en fait, que vous ferez plus pour créer des opportunités en France en 2030. Si vous meniez une carrière internationale, si vous embrassiez la mondialisation, au lieu de chercher un travail à Paris. Oui, il y a plus. Aujourd'hui, j'espère que j'améliore mon français. J'espère que j'ai fait progresser la présence de jeunes femmes dans un forum comme TED. J'espère que je rapproche des Indiens et les Français. Et j'espère que je vous donne envie de traverser la frontière. Parce que Médecins sans frontières, c'est français. Traverser la frontière pour aller là où il y a besoin d'aide, là où vous pouvez être utile à la société, là où vous apprenez une nouvelle culture, une nouvelle langue, là où vous vous accomplissez personnellement. C'est déjà dans votre culture, dans votre psychologie de vivre sans frontières. Donc, réfléchissons.
Quelles sont les barrières, les frontières entre là où vous êtes assis aujourd'hui et vous, ou vos enfants, en 2030, en train de faire un discours à TEDx New Delhi, en hindi, avec votre habit traditionnel, noir sur noir sur gris sur noir sur gris. Quelles sont les frontières? Je pense que si vous réfléchissez un peu, vous verrez vite qu'en réalité, il n'y en a pas. Et moi, je serai dans le public pour vous applaudir. Namaste. Merci beaucoup.